Bonjour, bonjour, c'est quoi là? On se retrouve dans la deuxième partie de mon debunk sur les vidéos dénonçant le GMS. C'est parti, je vous souhaite un très bon visionnage. Deuxième vidéo de la chaîne On n'est plus des pigeons. Le glutamate, quels sont les dangers? Bonjour Clermont, aujourd'hui je m'intéresse au glutamate. Ça te dit peut-être rien, c'est normal. Dans l'industrie agroalimentaire, on le retrouve plus souvent sous le nom de E621. Qu'est-ce qui se cache derrière cet additif alimentaire? Pourquoi on en utilise un peu partout? C'est ce qu'on va tâcher de découvrir. E621, c'est pas le glutamate tout court, c'est le glutamate monosodique, le GMS. Alors j'ai l'air de chipoter, mais le glutamate tout court, ça renvoie pas seulement au code E621, ça peut être 622, 23, 24, etc. Selon ce que tu mets à côté du glutamate. Donc quitte à utiliser les codes, autant savoir comment ça marche. Du glutamate, vous en avez forcément consommé sans même le savoir. La preuve par l'exemple dans un supermarché. Oula, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette intonation cliché. Si cette intonation a tant été imitée, c'est que c'est un gage de qualité, n'est-ce pas? E621, E631, E627, en gros c'est toute la gamme. Chips, soupe, plat préparé, oui vraiment le glutamate ou E621 ou exhausteur de goût, il est partout. Exhausteur de goût. Le glutamate monosodique. Ouah, il utilise une loupe, l'outil parfait du détective. Il va pouvoir lire du texte visible à l'œil nu. Bon, je me fous de sa gueule, mais en fait c'est juste le décalage que je trouve drôle entre le mec qui essaye d'avoir une gestuelle dramatique et cette situation où il est en train d'inspecter les ingrédients d'un paquet de chips. Tu sais, le machin que tout le monde savait déjà que c'était mauvais pour la santé. Alors doit-on en avoir peur? Pour le savoir, on est allé rencontrer Jean-Paul Bonnour, enseignant-chercheur en chimie alimentaire à Beauvais. Et le prof, il a commencé par nous rappeler que le glutamate, c'est un additif. Le glutamate, c'est un des additifs parmi les plus largement utilisés. C'est un sel, souvent de sodium. Alors, désolé de corriger un expert en la matière, mais le glutamate n'est pas un sel, et c'est encore moins un sel de sodium. C'est le glutamate de sodium qui est un sel de glutamate. Le sel classique, c'est le chlorure de sodium, et on ne dit pas que le chlorure est un sel de sodium. Je suis certain que ce monsieur est absolument compétent, mais pour qu'on puisse prendre ce reportage au sérieux, il aurait fallu éviter de garder ce genre de truc au dérochage. Parce qu'après, bon, dans les oreilles de quelqu'un qui a quelques bases en chimie, c'est comme si tu disais que le mojito est un rhum à base de cocktail. D'un acide aminé non essentiel, mais tout à fait naturel de provenance. Bon, pas essentiel, autrement dit, on pourrait s'en passer. Non essentiel, c'est une nomenclature, ça veut pas dire qu'on pourrait s'en passer. Ça veut juste dire que ton organisme peut en produire lui-même, mais s'il en produit, c'est peut-être que ça a un intérêt pour l'organisme. Et tu sais quoi, si on te tire dessus un laser magique qui détruit tout le glutamate de ton corps, t'es mort en fait. Sauf que si on retrouve le glutamate dans autant de produits de notre quotidien, c'est parce que ce E621 a un pouvoir presque magique. On admet couramment que le glutamate ait des répercussions positives sur l'appétence des produits. Alors l'appétence des produits, c'est simplement le goût qu'on va éprouver à les manger, le plaisir qu'on va éprouver à les manger, et le plaisir projeté qu'on va avoir à les manger également, c'est-à-dire l'envie de continuer à en manger. L'appétence, autrement dit, même si vous n'avez plus faim, vous ne pourrez pas résister à l'appel du glutamate. Et ça, c'est fait pour ça. Si, on peut y résister. Quoi, mes sources? Le théorème du ventre plein. Sérieusement, est-ce que depuis tout à l'heure, tous ces gens pensent qu'en sortant d'un resto, on a encore envie de s'enfourner une pizza? Certaines études tendraient à montrer qu'on aura davantage de propension à finir l'assiette avec un aliment qui contient du glutamate qu'avec un aliment qui n'en contient pas. Et là, vous l'avez compris, on touche du doigt le côté pervers du E621. Alors, je suis d'accord, mais le problème c'est pas le glutamate, c'est là où il se retrouve. En assaisonnant un plat au GMS, on a remarqué effectivement que les gens mangeaient plus de ce plat, sauf que notre appétit n'est pas seulement gouverné par le glutamate. Au bout d'un moment, l'estomac bien rempli envoie un signal de satiété au cerveau pour t'éviter de trop manger. Oui, ils n'ont pas l'air de le comprendre, mais quand t'as le ventre plein, t'as plus envie de manger. Ça veut dire deux choses. 1. Le GMS ne te fait pas nécessairement manger plus. Et 2, il peut même servir à te faire manger mieux. Parce que si tu assaisonnes mieux tes légumes, t'en mangeras plus et tu seras plein avant de toucher à des cochonneries comme une tartine de Nutella. Oui, il y a du glutamate dans les chips, mais est-ce que t'as pensé à mettre du GMS dans des trucs qui sont bons pour la santé? Ou au moins de manger des aliments riches en glutamate comme la tomate ou les champignons, pour te remplir le ventre plus facilement avec de la bouffe saine?
Un des principaux problèmes du glutamate, c'est en quelque sorte une espèce d'accoutumance. Alors, ce n'est pas une accoutumance similaire à celle d'une drogue, mais c'est que quand on consomme régulièrement des produits additionnés de glutamate, on finit par s'habituer à leur saveur, et la saveur induite. Donc, ce qui veut dire qu'après, on réclame, inconsciemment ou consciemment, des produits qui en contiennent. Autrement dit, le glutamate rendrait accro. Ce qui provoque une accoutumance, c'est pas le glutamate en lui-même, c'est dans le circuit de récompense dopaminergique du cerveau. Quand tu ressens du plaisir, ça te fait sécréter de la dopamine. Donc quand un plat est bien assaisonné, qu'il contienne ou non du glutamate, ça te donnera du plaisir, donc ça te fera sécréter cette dopamine. Dans la vidéo précédente, le mec parlait des maladies d'Alzheimer et de Parkinson. En réalité, c'est avant tout des maladies liées à la dopamine. Enfin, scientifiquement, ça a été prouvé que la dopamine avait un rôle, mais pas le glutamate. Est-ce que ce serait pas tout simplement le plaisir procuré par le glutamate sur ta langue qui se traduit en dopamine? Et bonne nouvelle, ou mauvaise nouvelle, je sais pas, le glutamate n'est pas seul à te faire sécréter de la dopamine. Tout ce qui te procure du plaisir te fait libérer de la dopamine. Boire de l'eau quand t'as soif, manger quand t'as faim, écouter de la bonne musique, prendre un bain, enlever tes pompes en cuir en rentrant du taf, effectuer le sexe. Et encore une fois, s'il y a un souci dans l'organisme, c'est un dérèglement des systèmes de régulation, c'est pas la faute à telle ou telle molécule. Et tu vas pas prévenir le risque de foutre en l'air ton circuit dopaminergique en te privant de tout plaisir. Ça serait un peu triste et surtout ça t'avancerait à rien. À la limite, quand on met une tablette de bouillon dans une sauce pour l'améliorer un tout petit peu, au-delà du petit goût de viande que possède la tablette de bouillon, c'est surtout sa forte concentration en glutamate qui est intéressante pour relever le goût du plat. Une texture fondante qui libère directement toute sa saveur au cœur des plats. Et ça change tout. Ce soir-là, nous avons partagé plus qu'un repas. Le problème au bout d'un moment, c'est de savoir si on aime le plat ou le glutamate qui est dans le plat. Et là, la réponse du prof fait froid dans le dos. À force d'en mettre dans tous les plats, à force d'en mettre dans tous les produits, on sera peut-être un jour relativement dans l'impossibilité de faire la différence entre une préparation à base de viande et une préparation à base de poisson, par exemple. Bref, si on continue à manger des aliments boostés au glutamate, on risque de ne plus connaître qu'un seul goût, celui du glutamate. D'accord, c'est quoi le goût du glutamate? T'as pensé 2 secondes au sens de ta phrase sensationnaliste? Un exhausteur de goût, comme son nom l'indique, ça rend le goût exhaustif, complet, ça renforce le goût sans avoir lui-même de goût particulier. Et donc par exemple le sel, il y a quelques débats mais dans la majorité on dit que ce n'est pas considéré comme un exhausteur de goût, parce que au lieu de renforcer le goût, il le modifie. Et il a une saveur propre qui est le salé. Si le goût du glutamate était capable de parasiter les autres saveurs, explique-moi le truc flagrant qu'il y a dans chacun des produits contenant du glutamate qui permet d'identifier cette saveur. Qu'est-ce qui fait que, d'après ce que tu racontes, une tomate et un poisson ça aurait le même goût? Faudrait que j'arrête de prendre au sérieux des trucs qui veulent rien dire. Attends, on parle quand même d'un reportage sur un exhausteur de goût où les mecs savent pas ce qu'est un exhausteur de goût. Et ce n'est pas le seul problème avec cet additif. Pour connaître l'autre effet pervers du glutamate, il faut rencontrer une nutritionniste. Corinne, elle a fait depuis longtemps le rapport entre le glutamate et le surpoids. Évidemment, plus vous êtes stimulé au niveau des bourgeons du goût, plus vous allez rechercher et plus vous allez en redemander. Et donc, ça peut pousser à consommer davantage et ça aura, au final, cela peut avoir un impact sur le surpoids, voire l'obésité, effectivement. Parce que si vous mangez plus que ce que vous avez besoin et ce que vous allez dépenser, et sur le plan énergétique, vous allez avoir des problèmes de poids. Le problème de la nutrition, c'est que c'est pas une science qu'on maîtrise totalement. Tu peux parler de plein de régimes possibles, ça fera jamais consensus. Alors, ça paraît évident que quand t'as un propos, t'auras envie de l'illustrer par un témoignage qui va dans ton sens. Mais je sens que cette nutritionniste, elle était un poil compliquée à trouver. D'ailleurs, en fait, si ça se trouve, vous avez juste sorti l'interview de son contexte. À aucun moment, elle a prononcé le mot glutamate. Elle a juste parlé de stimuler les bourgeons du goût. Mais pour ça, il n'y a pas que le glutamate, il y a le sucre, le sel. Alors ok, parlons du glutamate qui aurait un lien avec l'addiction à la bouffe et le surpoids. Dis-moi, pourquoi est-ce que ça arrive plus aux États-Unis qu'en Europe et si peu en Asie, l'endroit sur Terre où on se gave le plus d'aliments riches en glutamate? On remarque assez vite que les pays où on consomme beaucoup de glutamate sont au contraire les pays où il y a le moins d'obésité. L'Asie, il y a plein de trucs à base de poissons, fruits de mer.
Je sais que à moi seul, je constitue pas un échantillon représentatif de ma population ethnique, mais j'adore la sauce soja, le poisson, enfin plein de trucs à base de soja fermenté, donc plein de glutamate libéré, les champignons et tout ça, enfin j'adore ce genre de trucs. Je fais aucun régime particulier, je pratique aucun sport régulier. Est-ce que j'ai le physique de quelqu'un accro à la bouffe? Je crois pas, non. Et l'Italie qui utilise à balle les tomates, les champignons et le parmesan, tu remarqueras que c'est un des pays d'Europe où il y a le moins d'obésité. Ça rejoint ce que je disais avant, je suis pas nutritionniste, mais je vais pas essayer de te faire gober que l'Asie et l'Italie sont remplis d'obèses. Et à mes yeux, t'as plus de chances de bien te porter en mangeant des aliments sains riches en glutamate, parce qu'après tu vas te resservir en aliments sains riches en glutamate, et à la fin du repas, tu vas pas te tourner vers les desserts. Tiens, essaye de me dire c'est quoi la carte des desserts typique d'un resto italien. Parce que moi j'en ai aucune idée, j'ai jamais pris de dessert dans un resto italien. Est-ce que tu penses que c'est un hasard si tu prends moins souvent de desserts dans les restos Jap, chinois et italiens? Pour parler des désordres alimentaires aux États-Unis où ils peuvent pas s'arrêter de manger n'importe quoi, il y a d'autres facteurs qui, eux, ont été démontrés scientifiquement, ça s'appelle le sucre, le sel, le gras. Évidemment, il y a encore d'autres facteurs qui peuvent jouer, mais quand tu raisonnes de manière aussi schématique en disant glutamate égale trop manger égale obésité, la moindre information supplémentaire qu'on apporte va t'enfermer dans un dilemme en carton qui consiste soit à admettre que ton raisonnement est bancal, soit à l'assumer jusqu'à l'absurde, en avançant par exemple que les Américains mangent plus de bouffe asiatique et italienne que les Asiatiques et les Italiens. Retour dans notre supermarché. Les produits où l'on trouve la plus grande consommation de glutamate sont surtout des produits de grignotage, les snackings. Et ce genre d'aliments, les jeunes, ils en raffolent. Merci pour cette information hautement pertinente. Bon d'accord, c'est pas une information totalement inutile, mais dans ma tête cette formulation pue le reportage cliché sur les jeunes. Oh là là, les jeunes, ils sont accros aux jeux vidéo. Une des populations les plus touchées, effectivement, ce sont les enfants, les adolescents. Donc on peut se poser la question, quel est l'impact sur la santé, et particulièrement le cerveau, puisque le glutamate est considéré comme excitotoxine, c'est-à-dire qu'il va stimuler certaines fonctions, entre autres neuronales. Ah, my bad, finalement elle a parlé de glutamate. Donc elle a vraiment essayé de chercher des obèses en Italie et au Japon. C'est un concept assez novateur, je te l'accorde. Mais bref, on a déjà parlé de neurotoxicité, et non, on a beau être constitué de ce qu'on mange, tes chips ne finissent pas aussi facilement dans ton cerveau. C'est le plus gros problème du E621. Ce produit est en lien direct avec votre cerveau. Votre cerveau qui fabrique d'ailleurs naturellement du glutamate, et qui se protège contre les excès de l'additif ingéré par les aliments. Mais là, nous ne sommes pas tous égaux. Ouais, tout à fait. Malheureusement, y a des gens avec des déficiences qui les empêchent de bien métaboliser le glutamate. Il y a 3 populations qui sont à risque, ce sont les bébés, puis les femmes enceintes, le fœtus. Les personnes âgées ont une barrière hématoencéphalique qui se relâche au cours du temps, comme tous les tissus. Et cette barrière hématoencéphalique se relâche aussi quand on est immunodéprimé, c'est-à-dire quand on est à une infection. Là, ce qui est très pervers, c'est que vous pouvez absorber ce produit, et certaines personnes vont être malades et pas d'autres. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit what the fuck. Mais ensuite j'ai vu le carré jaune. Marc-Henri, chercheur enseignant à l'université de Strasbourg. Chercheur enseignant en quoi? Quand tu le précises pas, c'est soit une erreur de débutant, soit ça a été fait exprès. Parce que quand tu écris un mémoire, tu vas pas citer un professeur tout court ou un chercheur tout court pour parler de géopolitique. Si tu cites un prof de sport, c'est pas pour manquer de respect à la profession, mais c'est un poil moins crédible que citer un vrai prof en géopolitique. Le premier monsieur interviewé, il était chercheur enseignant en chimie alimentaire, c'était bien écrit. La nutritionniste, il y avait bien marqué nutritionniste. Et là, j'ai voulu me renseigner sur ce cher monsieur Marc-Henri. Il est chimiste et physicien quantique. Ok, c'est un scientifique, mais on est un poil à côté de la médecine. Enfin, la médecine et la physique-chimie, ça s'étudie pas au même endroit. Il n'y a pas à l'université un tronc commun avec marqué dessus sciences. Ces gens-là, ils ont pas précisé dans le carré que ce monsieur était en physique-chimie, pour
probablement parce que ça aurait été moins crédible d'un coup. Par contre, ils n'ont pas hésité à aller le filmer dans son labo, au milieu de dispositifs à caractère scientifique qui servent absolument pas à mesurer la perméabilité d'une barrière hémato-encéphalique. Regarde, il y a des tubes partout, c'est de la science. Donc, pour parler de ce qui cloche dans ce que raconte ce monsieur à propos des bébés et des vieux, le glutamate se retrouve en grande quantité dans le lait maternel, si bien que le sang d'un bébé est plus concentré en glutamate que celui d'un adulte. Si cette concentration en glutamate était toxique pour le bébé, il y a un truc qui s'appelle la sélection naturelle qui ferait que la plupart d'entre nous on serait pas là. Et pour la vieillesse, ben effectivement ça peut altérer la barrière hémato-encéphalique, mais déjà la barrière hémato-encéphalique c'est pas un tissu, c'est une barrière physiologique qui sépare le tissu sanguin du tissu nerveux. C'est un ensemble de mécanismes et donc ça n'existe pas physiquement. Enfin, tu peux pas disséquer un cerveau et schlac, ah tiens, la barrière hémato-encéphalique. Et ensuite, je pense pas que les effets du vieillissement soient aussi vénères que ça. Parce que si les vieux en Suisse, en Italie, au Japon et en Corée du Sud se décidaient soudainement à arrêter les aliments riches en glutamate pour atteindre leur longévité caractéristique, on serait un petit peu au courant, non ? Pourtant, le glutamate est en vente libre. On peut même en acheter par sac de 25 kg. Oui, il y a des gens pour lesquels le glutamate peut s'avérer toxique. Pourtant, le glutamate est en vente libre. Il y a aussi des gens intolérants au lactose. Pourtant, le lait est en vente libre. Il y a aussi des gens allergiques aux cacahuètes. Pourtant, les cacahuètes sont en vente libre. Ils veulent en venir où avec ça? Et sur le paquet, aucune recommandation. Rien. Juste un petit slogan. Mangez bien, vivez bien. Tu crois que le sel, on peut en acheter par sac de combien de kilos? Déjà, le sel contenu dans un seul flacon, ça peut te flinguer le bide. Et sur le paquet, aucune recommandation, rien. Tu m'étonnes qu'on se soit mis à caricaturer cette intonation de journaliste. Vous mettez un sucre d'abord comme du sel, faut pas d'un seul coup 1 cuillère, 2 cuillères, là c'est mauvais. Ouais. D'accord. Souvent mes amis m'ont dit qu'avec ça, les plats ils seraient meilleurs. Oui, ça donne le goût pour faire la cuisine. Genre le mec qui dit le truc le plus sensé de la vidéo, ça améliore le goût mais c'est pas bien d'en prendre 2 cuillères. Vous le floutez. Je sais pas si ça paraissait si dangereux ce qu'il raconte. Enfin, flouter quelqu'un ça a un sens. On se fait pas chier à flouter les gens qui passent au fond de la rue au milieu d'une interview. Pourquoi est-ce qu'un employé de supermarché aurait besoin de conserver son anonymat au moment de parler d'un produit en rayon ? Est-ce que la caméra cachée était nécessaire? Dans le journalisme moderne, flouter quelqu'un, ça raconte implicitement qu'il parle de quelque chose de compromettant. Et non, dire que c'est pas bien de trop en prendre et dire que ça améliore le goût d'un plat, ce n'est pas polémique au point de nécessiter de garder son anonymat. Je vais peut-être chercher loin, mais pour moi, ils font exactement les cochonneries qu'on fait à la télé. À mes yeux, c'est de la manipulation d'images. Pour soutenir leur thèse, ils viennent de faire passer ce monsieur ordinaire pour un type louche. Un slogan qui nous a donné envie de visiter l'usine du leader mondial de la distribution de glutamate. Mais on nous a pas laissé visiter. Vous pensez que c'est possible d'organiser une visite de l'usine? Ouais, non, c'est sûr que c'est pas possible. On pourra jamais voir... Non. Bon, pour la transparence, on repassera. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de raconter ce que vous avez pas pu faire pendant un reportage? Ouais, j'ai voulu faire une visite, mais j'ai pas pu. Ouais, j'ai voulu imprimer un rapport, mais il y avait plus d'encre dans l'imprimante. Raconter ce genre d'informations n'apporte aucune information et sert juste à lancer des sous-entendus sur l'entreprise visée. C'est quand même bizarre de se faire refouler à la grille de l'usine dans une époque aussi moderne, où le téléphone existe, où les emails existent pour demander si c'est possible d'organiser une visite. Ouais, allô, on peut visiter votre usine? Ah non, d'accord, bon bah tant pis, bonne journée, clac. Vous pouvez pas être con au point d'espérer entrer dans une usine comme dans un moulin. Soit vous êtes venu sans prévenir, soit on vous a dit non et vous êtes quand même venu. Mais dans les deux cas, vous êtes juste venu pour vous faire recal et dire ensuite « Oh là là, on nous cache des choses !» Pourquoi prévoir une caméra cachée si vous espériez pouvoir entrer? Ah yes, on nous a laissé entrer pour notre reportage. Oh non, attention, faut pas qu'ils voient la caméra. Faut quand même un sacré culot pour oser parler de transparence après ça. À ce niveau-là, le nom de la chaîne, on n'est plus des pigeons, c'est quasiment du second degré. Mais au téléphone, on a eu droit à une lecture de la plaquette commerciale de ce groupe qui génère 15 milliards de dollars annuels de chiffre d'affaires. Bon, je suis désolé depuis tout à l'heure, je suis en train de chipoter sur j'aime pas ça, et ça commence à partir en procès d'intention, mais là, encore une fois, ça servait à quoi de dire qu'ils font 15 milliards? Enfin, je vois vraiment pas le rapport entre le chiffre d'affaires d'une boîte
et le danger que peut représenter un produit en fait. Le seul intérêt que ça peut avoir de partager cette information, c'est de dire oh là là, les méchants riches, ils ont de l'argent, ce sont des escrocs, ils font des trucs pas nets. Ajinomoto est une multinationale dont le quartier général se trouve à Tokyo. On opère dans différents secteurs, notamment le secteur pharmaceutique, cosmétique, ingrédients alimentaires, génie fine, produits alimentaires. Donc c'est aussi bien du B2B que du B2C. Ajinomoto, c'est à peu près 100 usines dans le monde. 100 usines dans le monde? Usines dans le monde, 3 usines en France. C'est une entreprise qui a 100 ans d'âge, donc elle a toujours eu comme base 2 choses, c'est la qualité et la sécurité. Quant à savoir ce qu'ils pensent des scientifiques qui s'alarment sur l'action du glutamate sur nos neurones, Il n'y a pas d'un seul pays qui l'a interdit. Et il a été autorisé, analysé par les plus grandes instances internationales et nationales de ce monde. bon évidemment notre scientifique il est pas vraiment d'accord avec ce discours. Monsieur le physicien quantique n'est pas d'accord avec les nutritionnistes des plus grandes instances de ce monde pour parler de nutrition. Bon, désolé, my bad. Ce que je viens de faire là, c'est ce qu'on appelle un biais de disponibilité. C'est pas parce que plein de gens disent quelque chose que c'est nécessairement vrai. Mais on va pas se mentir, c'est un poil plus probable. Franchement, je doute pas des compétences de ce physicien et chimiste pour ce qui concerne la physique et la chimie, mais en face, vu le nombre de gens spécialisés dans le domaine concerné qui ont étudié la question sans arriver à démontrer la toxicité du GMS, la non-toxicité me paraît un poil plus probable. Il y a des problèmes de pression des grands groupes, puisque là, vous avez quand même des groupes... C'est le leader Oui. européen. Donc c'est des marchés énormes, donc ça veut dire des emplois. Donc après, il faut prendre en compte tout un tas de facteurs. Et là, après, le consommateur, lui, effectivement, je ne sais pas combien il pèse dans la balance pour ces gens-là. Les consommateurs, c'est les gens qui apportent l'argent. Et l'argent, c'est la religion des entreprises. Il y a eu une histoire aux States, la chaîne de fast-food A&W a voulu lancer un sandwich pour concurrencer le Quarter Pounder de chez McDonald's. Ce nouveau sandwich de A&W, c'est le Third Pounder. C'est qu'ils vont vendre au même prix que le Quarter Pounder du McDo. Pour le même prix, au lieu d'un quart de livre, tu as un tiers de livre. Sauf que le sandwich, il a bidé. Parce que les Américains puent la merde en maths. Ils pensaient qu'un quart, ça fait plus qu'un tiers. Parce que 4, c'est plus grand que 3. Et enfin, ils disaient pourquoi est-ce que j'achèterais le Third Pounder de chez A&W quand pour le même prix j'ai le Quarter Pounder du McDo. Du coup, ils ont arrêté de vendre ce sandwich. Et moi je dis, il y a de la thune à se faire, hein. Tu pourrais lancer le Fifth Pounder pour le prix du Quarter Pounder. Pour le prix d'un quart de livre, tu obtiens un 5e de livre. Ce sera la promo du siècle, hein. Et tous ces gens là, carencés en iode, ils vont se jeter dessus. J'aime bien entendre ces histoires sur le pouvoir des grands groupes, avec leur stratégie sournoise, avec des gens qui ont étudié la communication et le marketing. Et face à eux, t'as un client qui comprend R à tout ça. Et ben, ce client, c'est lui qui a toujours raison. Parce que c'est lui qui a l'argent. Si le consommateur ne veut plus de produits au glutamate, on va arrêter de lui en vendre. Alors, toutes ces histoires de le consommateur est-il pris en compte, tout ça, généralement oui, bien sûr que oui. Une entreprise qui prend pas en compte ce que veut le consommateur, bah, c'est soit une entreprise qui est tellement puissante qu'elle peut se permettre d'en avoir rien à foutre, soit une entreprise complètement stupide. Il y a eu des produits aux States qui se vantaient de ne pas contenir de GMS. En France, on a eu un truc similaire, c'est les yaourts sans aspartame, parce que l'aspartame aussi est accusé de pas mal de trucs. Mais si tu vends un truc en te vantant de ne pas contenir telle ou telle substance, ça suppose que cette substance est mauvaise et que donc ton produit est meilleur pour la santé du consommateur. Ces produits, ils ont bidé, le consommateur il s'en bat les couilles. Si bien que les yaourts qui se vantaient d'être sans aspartame, bah, ont commencé à devenir des yaourts sans sucre en recommençant à mettre de l'aspartame parce que ça vendait mieux. Donc glutamate ou pas, on se tournera généralement vers les produits qui ont le meilleur rapport qualité-prix, et quand je dis qualité c'est le goût, voire quantité-prix. Et quelqu'un qui se soucie de sa santé, de base il va pas acheter des chips et des plats préparés, enfin qu'on parle de glutamate ou pas en fait. Quel est l'intérêt pour des chips de se vanter de ne pas contenir de glutamate quand on sait déjà depuis 20 ans, 30 ans, très longtemps qu'il y a 10 fois pire à côté dans le sachet?
Ça a autant de pertinence que le Coca Life, tu sais, ce truc qui a disparu au bout de 2 mois, et les feuilles bio pour rouler ses clopes, parce qu'évidemment ce serait con de se ruiner la santé en fumant. Faudrait que je trouve de nouvelles blagues. Et c'est en pensant aux consommateurs que Marc-Henri a décidé d'agir. Il y a 2 ans, il a alerté le ministère de la Santé sur les dangers du glutamate. Donc voilà, c'est une lettre que j'ai envoyée il y a... On est en 2014, donc c'était en 2012, donc il y a 2 ans à peu près. Donc c'est pas une lettre, hein, c'est un mail. Donc qui était adressé à la Direction Générale de la Santé, ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, 3 janvier 2012. Qui imprime ces mails? On dirait les grands-mères là qui savent pas comment fonctionne la technologie, tu sais, qui écrivent un mail et ensuite vont l'imprimer pour te l'envoyer par la boîte aux lettres. Donc j'explique tout ce que je vous ai expliqué là dans le labo. Hein. Et, ça se termine par aucune réponse à ce jour. C'est-à-dire que aujourd'hui, au ministère, ils ont reçu ça, puisque j'ai envoyé personnellement à 7 personnes. Et puis, aussi bien Corinne Gouget, qui m'a demandé de faire ce document, que moi-même, n'ai eu aucune réponse. Du coup, ces réponses, on a essayé de les avoir en contactant directement le ministère de la Santé. Et la première surprise, qui n'en est pas vraiment une, c'est qu'on a bien mis le doigt sur un problème. J'ai rencontré le professeur Marc-Henri, qui est chimiste et qui aurait attiré votre attention sur la dangerosité du glutamate, et j'aurais voulu connaître la position officielle du ministère de la Santé. Moi, tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là, que je dirais à la com, c'est que le glutamate fait partie des additifs qui est en cours de réévaluation au niveau européen. Et donc, en ce cadre-là, nous, on attend l'avis de l'agence européenne d'évaluation. Donc, alors, je sais plus, j'ai plus en tête le délai, dans quel délai il sera réévalué, parce que comme il y en a plein, je sais plus s'il est en haut de la pile ou au milieu de la pile, je sais plus. Ah d'accord, les instances européennes se pencheront bientôt sur le dossier du glutamate. On est presque rassurés. En attendant, on attend. Update, ce reportage date de 2014 et il y a eu une réponse en 2018. On a dit que c'est bon, pas de risque majeur. Quant à savoir si une entreprise qui génère 15 milliards de dollars par an est plus forte que toutes les instances internationales réunies? Non mais moi je vous réponds même pas, je veux dire, vous connaissez la réponse? Je vous réponds pas, la réponse vous la connaissez? Bon on la connaît la réponse. En attendant, on va bien lire les étiquettes. Ah bon, on la connaît déjà, d'accord. Mais je t'en prie, prends-moi pour un débile, dis-moi c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qui a le plus de poids entre une entreprise à 15 milliards par an et toutes les instances internationales réunies? C'est une question extrêmement stupide, évidemment que les instances vont l'emporter. Sauf qu'en posant une question comme ça, avec un énoncé totalement déséquilibré, du style « L'argent est-il toujours responsable des inégalités sociales ?» ton interlocuteur prendra même pas la peine de te répondre. Il te dira un truc du genre devine. Sauf que si on avait dit explicitement que le groupe avait aucune chance face aux régulations mondiales, ça aurait fait un peu nul dans leur reportage complotiste. Ces milliards ne veulent rien dire si ça n'envoie personne dans les organismes du pouvoir. Et de toute manière, 15 milliards ça suffit probablement pas à faire bouger la planète. Ça n'avait aucun intérêt de mettre sur la table le chiffre d'affaires de cette boîte, à part pour caresser dans le sens du poil la mentalité française qui consiste à détester les riches. Oh, ils ont de l'argent, ce sont des escrocs. Le lobby du lait, ça existe et ça a du pouvoir, mais ce pouvoir est efficace parce qu'il est concentré dans les régions où le lait a le plus de présence. Le GMS, il y en a sur la planète entière, et pour être capable de contrôler l'information et de censurer des études compromettantes sur l'intégralité de la planète, sachant que le groupe GAFA n'y arrive pas, le poids de 15 milliards c'est un poisson d'avril. Tu sais ce qui a plus de poids que le GMS? Le sucre, le sel, le gras. Alors du coup je te propose ma propre théorie du complot. Alors c'est les industries qui ont besoin de ce genre de produits, redoutant l'arrivée d'une alternative qui rendrait leurs produits obsolètes. Auraient-ils eux-mêmes orchestré cette peur du glutamate monosodique? La réponse nous la connaissons déjà. Cette vidéo a beau être sur internet, elle montre tout ce qui va pas dans les médias classiques. Vous êtes sur internet les mecs, faites pas les mêmes cochonneries qu'à la télé. Manipulation des images, manipulation de contexte, sélection d'informations, mise en scène biaisée, aucune connaissance du milieu étudié, et évidemment des ressorts psychologiques malhonnêtes. Tu peux balancer des trucs sujets à interprétation, et travailler le contexte de toutes les manières possibles pour manipuler le public sans avoir à trop mentir sur l'information initialement proposée. On peut parler de la musique aussi, ils utilisaient à plusieurs reprises des sons un peu désorientants, et ça a son petit effet psychologique, hein. Il y a qu'à regarder les JT du style BFM TV avec sa musique
On dirait un truc que tu passes dans un film avant une grosse guerre. Il y a TF1 aussi qui utilise une musique des Dents de la Mer, parce que why not? Ça paraît anodin, mais pour te raconter une information que t'es censé trouver dramatique, bah on va te passer une musique dans ce registre-là. C'est comme ça qu'on arrive à te faire croire que toutes les manifs du pays sont violentes. Il peut y avoir une manif tout à fait pacifique, avec juste des gens qui marchent. Si on te met des... inconsciemment tu vas te dire ça sent le danger dans ces manifestations, je devrais sûrement éviter de faire de même et éviter de manifester mon mécontentement envers le gouvernement. Ce qui est dangereux, c'est de vouloir faire passer une non-info pour une info, du style hey, ils nous ont pas laissé visiter l'usine, ils sont louches. Et c'est tout particulièrement valable en ce qui concerne la santé, t'es obligé de savoir de quoi tu parles. Et à cause de ce genre de merde, il y a probablement des gens avec des problèmes de santé qui ont refusé de prendre des compléments en acide glutamique ou des légumes riches en glutamate recommandés par un professionnel de la santé, juste parce qu'ils ont pris peur en regardant ces conneries anxiogènes. Faire des vues sur la santé des gens avec du sensationnalisme à la place de la rigueur scientifique, c'est totalement irresponsable. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre merde sur cette chaîne? Ah ben, dans les vidéos récentes, les commentaires sont désactivés. C'est rarement bon signe. Et d'ailleurs, ça rend le nom de chaîne d'autant plus ironique. Troisième et dernière vidéo, parce que ça commence à faire long. De la chaîne Vision Physiologique Podcast, 4 choses que vous ignorez sur le glutamate monosodique. Bah dis donc, le titre qui prend pas les gens pour des ignares. Bordel que je déteste ces titres qui essayent désespérément d'intriguer le public. 20 choses que vous ignorez sur ceci, cela, le secret du succès dévoilé par un célèbre milliardaire. La vérité sur ceci, cela, entre parenthèses, ce n'est pas aussi drôle que vous le pensez. Elle a fait ceci, cela, ce qui se passe ensuite va vous faire halluciner. Salam alaikum, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire un petit podcast sur l'alimentation des enfants et sur un sujet en particulier, 4 choses à savoir sur le glutamate monosodique. Donc dans une société où l'industrie agroalimentaire a une place de choix, on ne peut pas ignorer l'existence d'une catégorie d'aliments consommés par la majorité de la population mondiale. Je parle bien sûr des additifs alimentaires. Et parmi les centaines, voire milliers d'additifs alimentaires existants sur le marché, il y en a un qui semble incontournable. Vous le connaissez déjà sans doute, il s'agit du glutamate monosodique. Omniprésent dans l'ensemble des aliments industriels de consommation courante, le glutamate monosodique semble de plus en plus décrié, notamment pour son impact sur la santé de nos enfants. Découvrez dans ce podcast 4 choses à savoir sur le glutamate monosodique. Alors on voit l'image de nouilles dans un pot, et puis ça sort directement les grands mots-clés, industrie agroalimentaire, additifs alimentaires, ça va être intéressant. Cette vidéo est quand même assez tournée vers la science, enfin c'est quand même beaucoup mieux creusé que les 2 précédentes. Le souci avec ce genre de truc c'est que avec un titre de vidéo comme ça, en matière de rigueur on va être vachement exigeant. Enfin, après si les seules choses que j'ai à redire c'est des chipotages, tant mieux. Le glutamate monosodique est dérivé d'une substance que nous avons dans le cerveau. Le glutamate, cette pédale d'accélérateur. Le glutamate monosodique a beau être un additif alimentaire chimique, il est bel et bien dérivé d'une substance sécrétée naturellement par l'organisme nommé le glutamate. Le rôle du glutamate dans le cerveau est celui de neuroexcitateur, c'est-à-dire qu'il permet d'exciter de manière ponctuelle et précise certaines fonctions de l'organisme comme une sorte de pédale d'accélérateur. Pédale d'accélérateur qui est automatiquement régulée par son collègue, le neuroinhibiteur GABA, qui lui, pour le coup, est plutôt le rôle de pédale de frein. Ainsi, le glutamate est sécrété lorsque l'organisme a besoin d'un coup de fouet ponctuel, alors qu'il laisse sa place au GABA lorsque le corps souhaite relâcher la pression. Vous l'aurez compris, notre corps étant une création parfaite, ces 2 substances sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Elles se régulent mutuellement et sont très bénéfiques pour l'organisme. Mais qu'en est-il du glutamate monosodique ? Le glutamate monosodique est un additif alimentaire de synthèse de la catégorie des exhausteurs de goût. Lui, il n'est pas sécrété par l'organisme en petite quantité au moment où il en a besoin. Lui, il s'invite dans notre cerveau dans des proportions astronomiques, tant notre alimentation moderne en contient, ce qui n'est pas sans conséquence. L'un des premiers problèmes du glutamate monosodique est qu'il vient perturber la sécrétion du glutamate naturel.
Ainsi, une consommation conséquente de glutamate monosodique vient déséquilibrer la balance glutamate-GABA, ce qui évidemment pose problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la physiologie humaine fonctionne sur les divers équilibres du corps. Dès qu'il y a augmentation d'une substance, la substance qui fonctionne de pair doit aussi augmenter pour rééquilibrer la balance. Ah, ça commence. Non, pas nécessairement. Le truc dont elle parle, c'est les mécanismes de rétrocontrôle. Alors d'abord, tous les paramètres de l'organisme ne sont pas sujets à rétrocontrôle. Et ensuite, il n'y a pas que des rétrocontrôles négatifs, il y en a aussi des positifs. Parce que si chaque substance dans le corps devait être équilibrée en permanence, bah déjà les femmes pourraient pas ovuler. Mais ce n'est qu'un chipotage. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu. S'il y a une augmentation de glutamate monosodique qui remplace le glutamate, il doit y avoir une augmentation de GABA. Et quel est le moyen d'augmenter les taux de GABA? La nicotine est une des substances qui fait augmenter le GABA. Oui, une des substances, en effet. Je me demande bien où elle veut en venir. C'est ainsi. Et ainsi, attention, c'est bientôt fini. Plus on consomme une alimentation riche en glutamate monosodique, plus on aura tendance à vouloir compenser avec une consommation de plus en plus élevée de cigarettes. Tu peux pas sous-entendre aussi vite que GABA égale nicotine égale clope. Le GABA, en plus d'être un neurotransmetteur inhibiteur, est aussi connu pour avoir un rôle dans la croissance des neurones. Est-ce que tu as l'impression que les fumeurs ont un cerveau qui tourne à 200 à l'heure? C'est exactement comme la nutritionniste de tout à l'heure. Tu vois où ça mène de raisonner de manière aussi schématique, tu vois, c'est quand les rouages d'un argumentaire sont mal huilés, en fait il suffit d'un tout petit grain de sable pour faire péter toute la machine. En ajoutant une simple information à ce raisonnement GABA égale nicotine, je viens de faire dire à cette meuf que les fumeurs avaient un cerveau super développé. Le truc impardonnable à omettre en parlant de GABA, c'est qu'il se synthétise principalement à base de glutamate. Justement. Même si la nicotine favorise la synthèse de GABA, le cerveau peut se démerder tout seul en transformant l'excès de glutamate en GABA. La clope n'a jamais été nécessaire. Après cette démonstration un peu longue, je vous l'accorde, on ne peut que constater que nos enfants sont préparés à devenir de futurs fumeurs, fait que nos instances de santé n'avaient très certainement pas prévu. C'est vrai que le nombre de fumeurs dans le monde est absolument en train d'augmenter. La nicotine d'ailleurs, il n'y en a pas que dans la clope, il y en a dans plein d'aliments, même des légumes supposément bons pour la santé, genre les aubergines. Encore une fois, en ajoutant une simple info à un raisonnement bancal, ça ferait de nos enfants des futurs mangeurs d'aubergines. Le glutamate monosodique est un irritant du système digestif. Ça, c'est la deuxième chose qu'on peut apprendre sur le glutamate. Il abîme la muqueuse intestinale. Celle-là, on me l'a pas encore faite. Alors, je sais pas où t'as trouvé ça, mais d'après ce que j'ai trouvé de mon côté, ça a au contraire un rôle bénéfique à la digestion. Par manque d'informations, par manque de sources, par manque de recherche dans ce domaine, je veux bien croire en cette possibilité, mais d'après toute l'histoire culinaire qu'on a eue jusque-là, et d'après, encore une fois, une question de sélection naturelle, quand on parle de problèmes, encore une fois, on parle de gens malades, pas du commun des mortels. La consommation quotidienne de glutamate monosodique peut provoquer un certain nombre de symptômes, notamment au niveau digestif. Irritation des intestins, crampes d'estomac, diarrhée, nausées. Ces symptômes ont d'ailleurs commencé à apparaître dans les années 80 avec ce qui a été appelé le syndrome du restaurant chinois. C'est quand même curieux que jusque dans les années 80, avec cette histoire farce et attrape, absolument personne ne se soit rendu compte du danger de la bouffe chinoise. Il se manifeste après avoir consommé des plats chinois, à la base traditionnels, contenant des quantités somme toute importantes de glutamate monosodique, pour relever le goût, disent-ils. Disent-ils. Oh là là, il y a des complots partout. Migraine soudaine, nausées, vomissements, faiblesse, les symptômes sont impressionnants, mais pas de quoi s'alarmer selon l'avis de plusieurs spécialistes de l'époque. Quoi qu'il en soit, l'apparition de ce syndrome est bien la preuve que le glutamate monosodique trouble le fonctionnement gastro-intestinal. Il provoque également un effet de faim permanente. S'il est autant utilisé par les industriels, ce n'est pas uniquement parce qu'il est bon marché et qu'il relève le goût. Non, pas que. Le glutamate monosodique étant un irritant du tube digestif, il provoque ce qu'on appelle une faim mécanique. Je sais pas en quoi consiste ce qu'on appelle une faim mécanique. J'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Donc je suspecte la tentative de donner un ton scientifique à une simple observation du type je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu manges un Pringles, après tu peux plus t'arrêter. Et aussi quand on prend cette phrase dans sa globalité, le glutamate monosodique étant un irritant du tube digestif, il provoque ce qu'on appelle une faim mécanique. Moi je sais pas en fait, quand j'ai le bide irrité, j'ai moyennement envie de remanger, en particulier le machin qui vient juste de me retourner le bide. Mais paye ta logique quoi. Même si vous n'avez plus faim, ou que votre corps n'a plus besoin de nourriture, le glutamate fait en sorte que vous vous resserviez plusieurs fois d'un même plat par exemple. C'est le phénomène du bol sans fond. Plus vous en mangez, plus vous voulez en manger. C'est ce qui se passe avec les chips notamment et bien d'autres produits remplis de glutamate monosodique. Il n'est donc pas étonnant de voir son enfant manger un paquet de gâteaux entier alors qu'il n'aurait mangé qu'une banane si on la lui avait proposé à la place. Ah bon, on mange sans arrêt, d'accord. T'as parlé de faim mécanique. Pour moi, l'élasticité de la paroi stomacale, ça me paraît être une contrainte un poil plus mécanique qu'une expression littéraire comme bol sans fond. Je sais même pas si ça existe un être humain capable de réellement manger sans s'arrêter. J'en ai déjà parlé avant, mais du moment que t'as aucun problème lié au glutamate, tu pourrais même t'en servir pour augmenter ta consommation de légumes pas très savoureux mais bons pour la santé, en ne laissant ainsi plus de place pour les cochonneries. Quelques flocons de bonite sur ton tofu, du dashinomoto et un tout petit peu de sauce shoyu dans tes légumes, et t'es rassasié avant d'avoir envie d'un fat dessert. Pour moi, c'est le secret de la longévité japonaise. Pour les gens qui veulent manger un peu plus healthy mais n'aiment pas du tout le goût du tofu, je peux vous recommander un truc, c'est le tofu qui est à moitié ferme, enfin un peu plus ferme que le tofu gluant qui a vraiment un goût de graine. Enfin c'est un poil moins nutritif, mais ça reste bien meilleur qu'un fat camembert. En vrai, quand tu y penses en fait, le tofu, finalement c'est le premier fromage vegan. Enfin le premier fromage végétal, parce que bah c'est fait à base de lait de soja, ouais. Puis comme je l'ai dit juste avant, le tofu, t'es pas obligé de le manger comme ça, hein, tu peux le manger avec des petits flocons de bonite, enfin il faut savoir l'assaisonner quoi, tu mets des flocons de bonite, de la sauce soja, tu mets du gingembre, enfin il y a plein de trucs à faire avec. Un phénomène d'accoutumance se développe donc au fil de cette consommation quotidienne de glutamate monosodique. Si vous préparez un plat sans cube bouillon, alors que vous aviez l'habitude d'en mettre un, votre plat aura moins de goût et vous serez en situation de manque. Accoutumance et manque. Ok, là elle a sorti les gros mots de la dictologie, on va avoir un truc à corriger. L'accoutumance, c'est quand la réponse de l'organisme à un stimulus s'épuise et nécessite un stimulus de plus en plus important pour obtenir une réponse de même intensité. Pour parler de drogue, oui, il y a accoutumance parce que un fumeur de pet a besoin d'en fumer plus pour sentir les effets, tandis que bah moi, un seul pet ça m'enterre la tête. Mais pour la bouffe, le plaisir de manger dépend plus de la dopamine sécrétée au moment de manger un bon truc que de la présence de glutamate dans cette bouffe. Et surtout en dehors des cas pathologiques, cette dopamine est bien régulée. Et c'est pas un trouble du circuit dopaminergique comme avec les drogues, où là il y a accoutumance. Est-ce que quand tu manges un plat contenant du glutamate, tu demandes ensuite quelque chose de plus en plus savoureux? Est-ce que tu es forcé d'assaisonner des plats de plus en plus forts jusqu'à ne plus pouvoir manger un truc moins savoureux? Ce phénomène en fait, ça s'appelle la gottong, ça existe dans les mangas mais pas dans la vraie vie. Le glutamate monosodique est un neurotoxique puissant. Troisième chose à savoir sur le glutamate. Non, le glutamate monosodique ne passe pas directement dans le cerveau, encore heureux. Le glutamate monosodique, c'est la forme stable à l'état solide, et dès que tu la fous dans un liquide, quand il n'y a pas de saturation, elle est solubilisée en glutamate et en sodium. Les incidences sur le cerveau des jeunes enfants. Il a été prouvé qu'une consommation élevée de glutamate monosodique pendant la grossesse représentait un danger pour le développement fœtal. Je vous mets le lien d'une étude en anglais dans la description. Alors, je suis absolument d'accord, mais la conclusion que tu tires de cette étude, elle tire sur une ambulance. Est-ce qu'il existe un truc sur cette planète qui est totalement safe à consommer en super grosse quantité? Toutes ces études toxicologiques, elles cherchent pas à savoir si un produit est toxique, parce qu'il existe toujours une dose à partir de laquelle c'est toxique. Ce qu'elles cherchent à savoir, c'est précisément cette dose à partir de laquelle on peut parler de toxicité. Et si un produit pouvait être toxique, quelle que soit la dose, premièrement, le glutamate ne serait pas concerné puisqu'il y en a déjà dans plein d'aliments. Et ensuite, il ne resterait plus aucune raison pour laquelle l'homéopathie est encore légale. De même chez les jeunes enfants de moins de 4 ans notamment, qui n'ont pas encore de barrière hémato-encéphalique, protection du cerveau, ce sont les premières victimes des effets indésirables du glutamate monosodique.
En effet, ce dernier peut rentrer librement dans la zone cérébrale et ainsi troubler le bon fonctionnement neuronal de leur sphère cognitive en plein développement. Les enfants n'ont pas de barrière hémato-encéphalique, d'accord. Les gens qui étudient en médecine, vous prenez encore au sérieux ce qu'elle raconte? C'est pas qu'ils n'ont pas de barrière hémato-encéphalique, c'est qu'elle fonctionne différemment. Il y a des mécanismes qu'ils n'ont pas encore développés, mais il y en a d'autres en attendant qu'ils ont et qui disparaissent en grandissant. Rappelle-toi le lait maternel. Yes, bourré de glutamate. Et puis rappelle-toi la sélection naturelle. Yes, on serait pas là si c'était si dangereux. De plus, le professeur Belpomme a montré que les ondes électromagnétiques, Wi-Fi notamment, rendaient poreux la barrière de protection du cerveau, laissant ainsi un neurotoxique comme le glutamate monosodique passer dans le cerveau. Comprenez par rendre poreux que la barrière hématocéphalique est comme trouée. Ah bah là, on va pouvoir parler de physique. Donc elle vient de dire les ondes électromagnétiques comme le Wi-Fi. Pour que ce soit crédible, il aurait fallu dire certaines ondes, parce que le danger des rayonnements électromagnétiques, c'est quelque chose d'extrêmement relatif. Par exemple la lumière, je pense pas que tu aies envie de vivre sans soleil et sans lumière juste pour te protéger du glutamate. Et spoiler, tu risques d'avoir d'autres problèmes sur les bras. Maintenant, la question du Wi-Fi. Les rayonnements scientifiquement reconnus comme dangereux, c'est les rayonnements ionisants, qui transportent suffisamment d'énergie pour te foutre en l'air au niveau moléculaire. C'est les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma. Pour mesurer l'énergie d'un rayonnement électromagnétique, on étudie sa nature corpusculaire, c'est-à-dire l'émission de photons, et non pas sa composante ondulatoire. Sauf qu'en fait, dès qu'on passe sous les infrarouges, on parle même plus de rayonnement, on dit micro-ondes, ondes radio, alors que les rayonnements qui transportent assez d'énergie pour représenter un danger sont bien appelés rayons. Rayons ultraviolets, rayons X, rayons gamma. Et le Wi-Fi, c'est des ondes radio, du même type que la radio. Et la radio, ça existe depuis assez longtemps pour qu'on puisse se rendre compte d'un truc qui cloche chez les octogénaires. Alors comme je l'ai dit avant, tout peut devenir un poison selon la dose. Alors déjà quand on parle d'un four à micro-ondes, on parle d'un petit objet et il faut le bombarder de rayons. Et maintenant quand on parle de l'énergie transportée par des ondes radio et à l'échelle d'un corps humain, il faut abuser de la dose dans des proportions totalement surréalistes. Faudrait être noyé sous des dizaines de box internet. Encore si on parlait des dangers de la 4G, de la 5G, pourquoi pas vu que c'est des ondes de plus haute fréquence, mais la Wi-Fi aucune chance. Enfin, cette étude elle est périmée en fait. Neurotoxique et neuroexcitateur, un cocktail explosif. Comme nous l'avons vu plus haut, le glutamate monosodique est un neuroexcitateur puissant. Autant vous dire que les conséquences sur les comportements agités voire agressifs de nos enfants peuvent sembler tout à fait logiques. Pour vous en convaincre définitivement, je vous laisse avec un reportage américain des années 90 criant de vérité sur le glutamate monosodique. Je vous laisse le lien sous la vidéo. Les enfants agités à cause du glutamate. D'accord, petit rappel, le glutamate est indispensable au cerveau pour l'apprentissage. Sans le glutamate, ça servira à rien d'envoyer les gosses à l'école. Le glutamate monosodique est partout. Ça, c'est la quatrième chose à savoir. On le trouve dans l'alimentation industrielle. Pain, gâteaux, bonbons, chips, plats préparés, produits allégés, produits laitiers dégraissés, cubes bouillon et j'en passe. Le glutamate monosodique a envahi l'industrie agroalimentaire depuis plusieurs décennies maintenant, en plus ou moins grande quantité selon le produit. Pas un repas ne se passe sans que nous consommions contre notre gré notre dose de glutamate monosodique. Et bien évidemment, nos enfants sont la principale cible de ces produits glutamatés, si nocifs pour la santé cognitive. Je précise également que le glutamate monosodique est en vente libre dans la plupart des grandes surfaces. Pour un produit si dangereux, c'est plutôt étonnant, n'est-ce pas? Mais il est aussi présent dans un certain nombre de médicaments. Comme si cela ne suffisait pas, on le retrouve également dans environ 200 médicaments de consommation courante. T'as pas l'impression que le but d'un médicament c'est de guérir une maladie? Ça va être un peu irrespectueux, mais j'ai quand même l'impression que ces gens qui font ces médicaments, ils ont quand même un poil plus étudié la santé qu'une nana random qui a lu 3 blogs. Dans la liste des ingrédients, le glutamate monosodique peut s'appeler huile de soja hydrogénée, huile de ricin hydrogénée, glutamate de sodium, glutamate monosodique, sodium glutamate, sel ou dérivé acétylglutamique acide, sel ou dérivé arginine glutamate, sel ou dérivé glutamate calcique, sel ou dérivé glutamate de magnésium, sel ou dérivé glutamate acide,
Antastène, glutamide, vitamine C, solution buvable, Gluta12, solution buvable, Glutaven, USA. Il y a donc plusieurs noms, ce qui n'arrange pas les choses pour l'identifier et l'éviter. Si le but de ces huiles était de contenir du glutamate, ça aurait été plus simple de mettre directement du GMS ou une autre poudre à base de glutamate dans une pilule. Faites pas les couilles des professionnels de la santé, dont la santé est leur domaine de profession, et laisse les gens prendre les cachets qui se font prescrire. Même chose en ce qui concerne l'industrie agroalimentaire, qui peut choisir de nommer clairement ou pas la présence de glutamate monosodique dans un produit. Il apparaîtra donc sous le nom E621 ou exhausteur de goût, ou alors plus largement sous le nom arôme, goût, saveur, ce qui est un peu plus embêtant. Alors que faire? Vous aurez bien compris que le glutamate monosodique représentait un danger pour le développement cognitif de nos enfants. De plus, on se rend bien compte qu'il participe à leur comportement agité au quotidien. Ces fameux comportements qui nous épuisent, nous les mamans, chaque jour un peu plus. Je devrais pas être en train de dire ça, mais j'ai l'impression que les parents d'aujourd'hui ne savent plus éduquer leurs gosses. Enfin, ils se trouvent constamment des excuses par rapport à la mauvaise éducation de leurs gosses. Déjà, ils foutent leur bébé devant la télé, et quand le premier mot de ton gosse c'est pas maman mais Cyril Hanouna, faut se poser des questions, et maintenant c'est la photo chips. Déjà, pourquoi tu nourris tes gosses avec des chips? Je veux dire, de base, un enfant c'est déjà pas mal agité, et si ton enfant est beaucoup plus agité que d'autres, bah, soit il y a un souci d'éducation, soit tu lui donnes beaucoup trop de calories en fait. Ou alors, ouais, ce sont des cas pathologiques, mais ces cas sont trop rares pour qu'on puisse bêtement dire c'est la faute au glutamate. J'entends aussi ces histoires de c'est la faute au glutamate si les enfants n'aiment pas les brocolis et préfèrent les sucreries. Le métabolisme d'un enfant, ça fonctionne pas pareil en fait. D'ailleurs, la plupart des parents qui ont un minimum de bon sens font déjà attention à l'alimentation de leurs gosses, et c'est pas pour autant que ces enfants deviennent magiquement capables de manger des brocolis, des épinards ou des endives. Si on met de côté cette histoire de goût personnel, parce que malgré tout on a quand même le droit de ne pas aimer tel ou tel aliment, si un aliment que t'es censé pouvoir manger te paraît fade, c'est pas la faute du glutamate dans les chips, c'est que tu sais pas cuisiner en fait. L'assaisonnement, c'est un truc crucial dans la bouffe. C'est tellement important que autrefois il y a des gens qui se sont fait la guerre pour des épices. Et au pire, si tu sais pas faire la différence entre le romarin et la cannelle, bah tu pourrais carrément régler le problème en foutant du GMS dans tes soupes. Alors, d'abord, le glutamate, il y en a déjà naturellement dans 40 000 aliments, et ensuite si t'as quand même envie de croire que c'est toxique, bah autant en avoir dans une soupe plutôt que dans un paquet de chips. Je sais pas, le calcul il me paraît quand même assez simple. Qu'est-ce qu'il y a de mieux entre GMS plus légumes et GMS plus quelque chose de trop gras, trop sucré, trop salé? Diminuer de manière significative la consommation quotidienne de glutamate monosodique améliorera très certainement une partie de leur comportement. Mais cela ne fera pas tout. Une toute nouvelle formation, inédite, va très certainement vous intéresser si vous avez des enfants agités. Donc pour découvrir cette formation Retour au calme, je vous invite à cliquer sous cette vidéo, le lien, et découvrir le secret des enfants calmes et en bonne santé. Quoi? Ok, elle veut nous vendre un truc secret qui va miraculeusement rendre nos enfants dociles. Les pédiatres la détestent, cette femme a découvert le secret des enfants sages. Cliquez ici. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Vivons Physiologique Podcast si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Cette vidéo a bien commencé, mais c'est parti complètement en cacahuète à la fin. Bon, il y a un truc que je pourrais pas lui retirer, enfin, j'ai cru comprendre qu'elle était mère, et elle a quand même l'air de se soucier de la santé de ses gosses. Et franchement, bon, même si elle maîtrise pas ce qu'elle raconte, ça paraît assez clair qu'elle laissera pas ses gosses manger n'importe quoi. En vrai, un enfant c'est extrêmement fragile, donc finalement, mieux vaut quand même être un peu trop méfiant que un peu trop confiant envers l'industrie agroalimentaire. Juste, si un professionnel de la santé dit que ton enfant a besoin de glutamate, faut l'écouter. Enfin, il est mieux au courant de la santé des gens qu'une meuf qui prend au sérieux un magazine farce et attrape. Ce sera tout pour aujourd'hui. Enfin, ça fait quand même un bout de temps que je tourne, là il commence à faire jour. Je suis conscient des problèmes potentiels du glutamate, mais ces problèmes ne concernent que les personnes souffrant d'une maladie et les gens qui ne sont pas au courant en 2021 que le grignotage c'est pas bien. La quasi-intégralité du reste des problèmes soulevés,
c'est des effets nocebo, de la peur irrationnelle et un manque de volonté de bien manger. Si tu manges n'importe quoi, faut pas rejeter la faute au glutamate. Alors j'ai balancé pas mal de sciences dans cette vidéo, j'ai un peu la flemme de lister mes sources, mais vous pouvez les retrouver assez facilement en faisant ce que ces gens n'ont pas fait. 3 recherches Google, une sur le GMS, une sur l'acide glutamique et une sur Robert Womancock, l'auteur fictif du canular sur le syndrome du restaurant chinois. Il y a aussi une très bonne chaîne YouTube qui parle de bouffe, c'est Adam Ragosia, qui en plus de faire des recettes sympathiques, a abordé le cas du GMS. C'était une vidéo bien épicée comme à l'ancienne, j'espère que c'était divertissant pour vous de me voir m'énerver. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque là, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.